les directeurs de la culture en Bretagne. Donc vous avez vu, hein, il y a les échelons territoriaux qui sont bien représentés. On a le conseil régional, on a la métropole de Rennes, on a 3 conseils généraux, donc 3 départements. Et l'idée de cette table ronde, qui est un petit peu la table ronde conclusive d'une certaine manière de ces 2 journées d'échange et de débat, c'est d'essayer de comprendre comment finalement, au regard des grandes problématiques, hein, des grands enjeux qui ont été abordés autour de la place du livre, de la lecture ici sur ce territoire breton, et bien comment les structures publiques dont vous avez les uns et les autres la responsabilité travaillent ensemble, à chacun sur leur territoire, mais aussi peut-être, on l'espère, en coordination ou en coopération, pour réussir à aboutir à faire progresser cet écosystème, c'est un mot à la mode, mais qui dit quand même assez bien les choses, cet écosystème du livre et de son dynamisme et de sa vitalité, qui touche les libraires. On en a eu un exemple plusieurs exemples très concrets à l'instant dans la table ronde précédente, mais aussi dans le monde de l'éducation, de l'enseignement, de la formation. Autant de questions qui sont au carrefour de nombreuses préoccupations qui sont aussi les vôtres. On va peut-être commencer en partant de l'échelon régional avec vous, Jean-François Bertrand. Vous êtes donc adjoint au directeur de la culture et des pratiques culturelles. Je pense que c'est un intitulé qui, en lui-même, déjà nous dit des choses sur les intentions portées par le Conseil régional de Bretagne. Peut-être à chaud, comme ça d'ailleurs, une réaction. Je sais que vous étiez dans la salle, dans la séquence précédente, sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette place des libraires, sur cette singularité bretonne, à travers les chiffres qui ont pu être donnés par rapport à cet annuaire publié par Livre et Lecture en Bretagne. Je pense qu'effectivement, la question de la librairie, c'est assez représentatif de la manière dont on a cherché à faire évoluer la politique culturelle de la région, particulièrement à destination du livre, puisque c'est le type d'acteur au sein de la chaîne du livre qui a pris place ces dernières années, là où la région intervenait, on va dire, principalement sur des aides à l'édition. Elle s'est appropriée, notamment sous l'impulsion de Livre et Lecture en Bretagne, cette question de la librairie indépendante en Bretagne, consciente à la fois d'une forme de force sur le territoire dans ce domaine-là, et puis d'une faiblesse intrinsèque à peut-être certains modèles économiques ou peut-être certaines dynamiques territoriales qu'il s'agissait d'accompagner. Alors cet accompagnement, il est évidemment d'ordre financier, mais pas que. Vous avez aussi une espèce d'approche territorialisée, c'est ça ? Alors, c'est-à-dire que les objectifs de la région, les 2 objectifs principaux consistent d'une part à accompagner la création artistique, création littéraire, et notamment sa rencontre avec les habitants. Donc, à ce premier niveau de l'intervention, favoriser la création, on est déjà dans une logique très territorialisée, mais également favoriser des pratiques culturelles. Comme vous le disiez, c'est dans l'ADN maintenant de la politique culturelle régionale qui est désormais sous la responsabilité de Jean-Michel Le Boulanger, le vice-président à la culture. Donc effectivement, chaque dispositif, je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes les aides mises en place, mais chaque dispositif, autant que faire se peut, est lu au travers d'un contexte territorial, au travers d'un contexte d'un jeu d'acteurs, d'une dynamique. Et c'est vrai qu'on est... Alors, après, certes, on cherche à adapter les dispositifs, les interventions en fonction des réalités. Maintenant, il faut rester honnête. Donc, d'une part, la région n'est qu'un des intervenants en matière de politique culturelle dans le livre comme ailleurs en Bretagne. Mais d'autre part, nos moyens d'accompagnement concret des acteurs, il y a une personne qui est principalement chargée de l'accompagnement des acteurs du livre au sein de la direction. Et encore, c'est une partie de ses missions. C'est Cécile Evenot, elle est dans la salle. Donc, on n'est pas non plus dans un accompagnement sur mesure, et c'est aussi pour ça que la région intervient en soutien de réseaux d'acteurs. Tout à l'heure était évoquée la fédération des cafés-librairies, mais aussi Livre et Lecture en Bretagne, évidemment, pour permettre à la chaîne du livre ou à l'écosystème, comme vous l'appeliez, d'être bien accompagné globalement. Donc, oui, vous n'êtes pas en première ligne, c'est ce que vous dites, mais pas. plutôt en appui à des réseaux existants qui vont pouvoir aller, eux, au plus près des besoins selon les territoires concernés. Oui, tout à fait. Maintenant, on est quand même en rapport direct avec un bon nombre d'acteurs, puisque quand on propose aux élus d'attribuer une aide à l'édition, une aide à une librairie, une aide à une résidence d'auteur, il y a évidemment un dialogue direct quand même entre les acteurs
et la région. Avec aussi une capacité pour vos services d'instruire et de décider si le dossier qui vous est présenté est éligible ou non au regard des critères que vous avez mis en œuvre. Alors, les critères, effectivement, les critères, ils sont adoptés donc par les élus, et la décision, elle est toujours celle de l'élu, auprès duquel nous, on intervient en soutien pour effectivement regarder si un projet semble correspondre aux dynamiques. Et puis après, au-delà d'une lecture assez froide des dossiers, c'est aussi effectivement une lecture des dynamiques dans la durée sur un territoire, des relations entre acteurs, de l'évolution d'une manifestation littéraire dans son histoire, où on préconise des choses auprès des élus, mais heureusement, on n'est pas toujours suivi. Sinon, on serait en technocratie. Justement, enfin non pas justement, mais au regard de cette pratique que vous décrivez à l'instant, quelles sont les tendances que vous observez à l'échelon régional? On en a parlé, il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a effectivement, selon vous, des caractéristiques bretonnes qui se font jour et qu'il serait bon d'encourager, de soutenir parce qu'elles sont justement porteuses de sens ou d'intérêt pour la diffusion de la lecture en Bretagne? Bah, j'aurais pas forcément la prétention de fournir vraiment une lecture personnelle du paysage en Bretagne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience, en tout cas de notre part, d'une dimension peut-être plus large que celle de l'édition. Je disais tout à l'heure que la librairie avait fait irruption dans le champ de notre politique culturelle il y a quelques années, de la même manière que les résidences d'auteurs, on les accompagnait pas. Donc peut-être le sentiment que le livre, même si les enjeux restent communs avec ceux d'autres secteurs culturels, le livre, il a une singularité quand même, il a une particularité. Le support livre, il est présent à l'école, il est présent au domicile. Il y a des enjeux autour du livre qu'on ne trouverait pas ailleurs. Maintenant, en Bretagne, bien sûr, le réseau de librairies indépendantes, on y tient. La créativité, le nombre d'auteurs qui écrivent en Bretagne ou qui sont de Bretagne, et là, je ne suis pas sûr qu'on soit encore tout à fait au niveau. Là, il y a peut-être des enjeux qu'il s'agit de mieux appréhender Pour un désormais, accompagnement plus fléché pour un justement? accompagnement peut-être plus fléché. Toutes les réponses, elles peuvent être, et ça c'est vraiment la méthode qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est de co-construire avec les acteurs les meilleures réponses, ou en tout cas les réponses qu'on trouvera en fonction des moyens disponibles. Qui ne Euh, sont pas des bah, qui ne sont pas infinis, hein, on le sait qui sont loin d'être dans le infinis. contexte, Par rapport aux chiffres qui de étaient évoqués tout à l'heure au niveau national, je crois que si on globalise au travers de la politique culturelle les soutiens aux livres pour la région Bretagne, on est à 1 180 000 € espérés pour 2015. Après, des enjeux spécifiques, évidemment, il y a des enjeux linguistiques spécifiques. Et là encore, on a aussi plusieurs politiques en Bretagne. Au niveau de la région, on a une politique linguistique qui va chercher à appréhender ces questions-là plus particulièrement. On a des enjeux dans les équilibres entre bénévoles et professionnels. Là aussi, on n'est pas uniquement dans une question livre, mais typiquement, le bénévolat autour des manifestations littéraires, ça nous pose question. Comment est-ce qu'on le maintient dans une société qui ne fait pas la part belle au bénévolat aujourd'hui? Donc, au travers de tout un ensemble de politiques, on essaye d'y répondre quand on est interpellé suffisamment par les acteurs aussi. Je pense que... voilà, et en coordination, et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette table ronde avec les autres échelons territoriaux qui peuvent évidemment venir contribuer à cette action. Alors justement, échelon territorial, je me tourne vers vous, Elga Sobota, puisque vous êtes directrice générale de la culture mutualisée Ville de Rennes et Rennes Métropole, donc un territoire urbain pour l'essentiel, avec un statut métropolitain, donc une puissance importante sur un territoire géographiquement restreint, en tout cas bien identifié aussi. Comment vous allez vous aussi dans ce domaine? Est-ce que d'abord c'est une compétence qui relève de la ville et de la métropole, que ce soutien à la lecture publique, et de quelle manière vous l'exercez et vous le faites évoluer? Beaucoup de questions en une seule, excusez-moi. Effectivement, j'avais tout à fait envie de repartir du propos de la région qui consistait à dire, voilà, finalement, la région intervient, mais pas tant que ça, sur la question du livre et de la lecture. Mais je pense que c'est justement ça, la richesse de ce domaine. On parlait tout à l'heure voilà, des politiques culturelles. Où vont-elles? Comment vont-elles pouvoir continuer à être soutenues de manière forte dans les années à venir? Je pense qu'elles pourront l'être à partir du moment où, effectivement, il y a cette conjugaison d'actions que l'on constate dans le domaine du livre et de la lecture, et qui est particulièrement intéressante parce que en fait, on est là face à pratiquement l'un des seuls domaines où il y a réellement des compétences obligatoires qui sont écrites dans la loi. Bon, les départements
en parleront tout à l'heure. Et autrement, donc, au niveau des villes, nous avons aussi une compétence obligatoire dans l'entretien des bibliothèques. Et pour autant, que constate-t-on? On constate effectivement que les métropoles s'y mettent, que la région intervient, que le champ des interventions est effectivement aussi large, puisqu'on s'intéresse à des questions d'investissement, à des questions de professionnalisation dans les bibliothèques, on s'intéresse à la question de la vie du livre, on s'intéresse aux librairies, voilà, comme cela a été indiqué tout à l'heure, on s'intéresse aussi à l'écriture, aux auteurs, enfin voilà, donc on voit bien que finalement mener une politique du livre et de la lecture, c'est bien autre chose que de simplement gérer des équipements tels que des bibliothèques qui sont voilà, un des outils, évidemment un des outils très importants, mais certainement pas le seul pour intervenir dans ce sens. Et c'est au niveau de la métropole, par exemple, c'est un peu l'option qui a été retenue. La métropole, pour répondre précisément à votre question juridique, elle a compétence sur la gestion de la bibliothèque Rennes Métropole, mais néanmoins, on a construit un projet communautaire où on a bien vu quel intérêt il pouvait y avoir à faire en sorte d'abord que voilà, la question du réseau de l'ensemble des bibliothèques de ce territoire puisse réellement se bâtir, se construire. On est en train, voilà, j'espère que ça va aboutir assez rapidement, en train d'essayer de mettre sur pied un portail web qui sera justement enfin, voilà, cette espèce de signal et aussi qui apportera des services complémentaires aux habitants en cette matière. On a également tout un pan, donc évidemment déjà toute l'activité de la bibliothèque Champ Libre en tant que telle, hein, mais voilà, qui travaille aussi avec les bibliothèques de la ville de Rennes. On a tout un pan d'intervention aussi sur les librairies, et là, ça fait écho aussi au travail partenarial qui peut être riche. On a mis les libraires de notre territoire autour de la table à plusieurs reprises, d'abord pour bien comprendre où étaient leurs difficultés, voilà, où Oui, pouvaient... on a vu à Rennes des librairies fermées récemment encore. Voilà. Ça interpelle toujours. On dit toujours ah bah c'est Absolument. trop tard, le rideau s'est baissé. On aurait peut-être dû faire quelque chose avant. C'est aussi des choses qui vous interpellent, j'imagine. Ça nous interpelle tout à fait, et on y a travaillé. On a essayé en tout cas d'y travailler de façon assez concrète, en posant aussi un certain nombre de questions économiques, hein, parce que voilà, on a bien conscience que il est très important. Enfin, que la place des libraires dans un territoire, bon, à la fois c'est des contenus artistiques, des contenus culturels, des contenus scientifiques supplémentaires par rapport à effectivement ce que l'on peut trouver dans les bibliothèques, et puis c'est aussi un autre type de fréquentation culturelle, de pratique culturelle, et donc la question économique, on l'a bien posée en ayant tout un temps de travail qui a été consacré à la question de l'accès des libraires au marché d'acquisition du livre, parce que donc voilà, on a des budgets d'acquisition importants, notamment quand on Certains a se plaignent effectivement de ne pas en être, de ne pas y accéder facilement ou de ne pas être retenu. Tout à fait. Et alors souvent on entend dire, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu pour avoir mené des interviews dans ce domaine, des libraires qui, enfin, ou plutôt des collectivités qui se retranchent finalement derrière le code des marchés en disant mais on fait pas ce qu'on veut dans la matière, il y a le code des marchés, voilà, il y a le mieux-disant à respecter. Néanmoins, ça pose question. On travaille là-dessus. Mais bien sûr qu'on travaille là-dessus. D'ailleurs, le département a produit un vadémécum voilà, intéressant, voilà, autour duquel on a fait tout un travail un petit peu de promotion auprès des libraires de notre territoire. Et aussi, enfin, on voit bien que finalement, la capacité des libraires voilà, de s'emparer aussi des offres qui peuvent être proposées est aussi liée à plusieurs thématiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Le temps, la compréhension des documents, voilà, qui sont dans les marchés publics, c'est complexe, hein, mais donc du coup, il faut aussi apporter une aide pour simplifier un petit peu les choses. Et puis, on a vu aussi à quel point c'était important pour que les libraires arrivent à positionner une offre qui puisse avoir des chances d'aboutir, qu'il fallait qu'ils connaissent aussi comment fonctionne une bibliothèque, quelles sont les attentes d'une bibliothèque. Donc, on a mis en place tout un cycle de rencontres, d'ailleurs, qui s'est achevé en juillet, entre bibliothécaires et libraires de notre territoire, avec l'appui de Livres en lecture en Bretagne, voilà, qui avait justement vocation à Alors, il est faire trop tôt, sorte, évidemment, pour en tirer un premier enseignement, mais vous avez sûr. l'impression que ça a permis de clarifier certaines positions, de lever certaines méconnaissances? Très certainement.
très certainement. Je pense qu'en fait, ça fluidifie les relations à l'évidence. Et puis aussi, enfin, je pense qu'il y a... bon, c'est important aussi parce que, d'une certaine façon, c'est reconnaître aussi ces libraires, voilà, comme des acteurs à part comme entière. des acteurs économiques, mais comme des acteurs culturels aussi. Donc, on va enfin, un petit peu cette double facette. Et puis, sur la question de l'action, enfin, pour rester un petit peu sur qu'est-ce que c'est les volets d'une politique du livre et de la lecture, moi, il y a un point aussi qui me paraît complètement crucial, c'est enfin, je veux dire, la vie du livre, c'est aussi la vie des idées. Enfin, voilà, parce qu'il faut jamais oublier la finalité non plus de pourquoi on veut que les livres, voilà, circulent, pourquoi on a tant envie de les défendre. Et donc, en fait, par rapport à cet axe-là, il y a bon, très nombreuses initiatives qui sont soutenues de façon à permettre, sous des formes très très diverses, la rencontre entre voilà, des publics et des auteurs, pour permettre aussi l'expression autour du livre. On sait que les cultures numériques, voilà, sont en train de prendre un grand élan. Et que, Alors justement, voilà. comment on réussit à concilier? On pourra d'ailleurs partager là-dessus, parce que là, on entend bien Oui. le plaidoyer qui est le vôtre est tout à fait louable, mais dans les faits, comment ça se traduit, ça, cette déclaration d'amour à la chose imprimée? Eh ben, dans les faits, voilà. Après, moi, je vais pas rentrer dans la Non, il y a cuisine. peut-être un Voilà, exemple que vous j'ai pouvez peut-être donner. pas forcément envie de rentrer dans la cuisine de tout, mais bah, par exemple, voilà, Marine Bedel est dans la salle. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un projet absolument remarquable qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est un biblio-remix, voilà, une opération qui emprunte un peu à des choses qui ont été beaucoup On expérimentées dit dans ce le que domaine. c'est rapidement, ouais, Oui, Biblio oui. Remix. Donc, en fait, il s'agit de mettre autour de la table des experts, des non-experts, des habitants, voilà, pour réfléchir à des questions qui ont trait au livre. Donc, il y a eu 2 biblioremix qui ont été mis en place. Un qui consistait à réfléchir à qu'est-ce que pourrait être un aménagement d'un espace particulier de la bibliothèque de Rennes Métropole. Et puis, l'autre biblioremix, qui concernait plus une bibliothèque de la ville. Donc, là aussi, on était dans une démarche un peu projective. Donc, c'est pour montrer aussi l'importance qu'on accorde à ce type de démarche. On ne vient pas a posteriori voilà, habiller les choses. C'était, bon, il y a une nouvelle bibliothèque qui va ouvrir. Cette bibliothèque va être à côté d'une scène de musique actuelle. Donc, voilà, Quelle passerelle on peut voilà, lancer? quelle passerelle, et puis aussi, voilà, finalement, sa politique du livre à cette bibliothèque-là, sa politique d'acquisition, comment va-t-on la porter, dans quelle direction. Donc voilà, c'est ça aussi, faire vivre, je dirais, le livre, enfin la question du livre et de la lecture Et la publique. question territoriale, du coup, là, on comprend bien qu'elle s'exprime à un niveau de proximité avec les habitants, puisque effectivement, que ce soit à l'échelle d'une commune ou d'une agglomération, on est en prise directe avec ces interlocuteurs-là, qui sont les principaux bénéficiaires et les principaux usagers des équipements publics dont vous avez la responsabilité. À vos côtés, Sandrine Kerlidou, on poursuit le tour de table. Vous êtes directrice de la culture, on reste dans le même département, mais on prend justement l'échelon départemental d'Ille-et-Vilaine, brétilien comme on dit maintenant, hein, c'est ça. Et du coup, justement, quand on a cette c'est pour ça que je trouvais intéressant que vous puissiez intervenir juste après Elga Sobota, puisqu'il y a cette articulation, la métropole importante du territoire, et puis l'échelon départemental que vous portez. Vous agissez là, j'imagine, en complémentarité. On a déjà un peu en tête de l'urbain, du rural, et puis de la mixité entre les deux. Tout à fait. En fait, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de revoir en fait nous notre intervention en faveur autant du livre que de la lecture, de la littérature. Elle s'inscrit vraiment dans le cadre des orientations de notre politique culturelle. Donc, la politique culturelle départementale, elle est conçue comme un levier de notre politique d'égalité des chances. Donc, l'objectif, c'est vraiment donc qu'elle soit inclusive, donc qu'elle soit un facteur de cohésion sociale et d'équilibre territorial. Donc, les objectifs principaux, c'est vraiment de favoriser, en tout cas, la participation des habitants du département à la vie culturelle. Alors c'est des mots importants, mais derrière il y a du concret, hein, rassurez-nous. Derrière, il y a du concret, eu égard au fait que comment notre territoire, si
si on le remet un petit peu en perspective, effectivement, le département, c'est plus d'1 million d'habitants. Donc, avec effectivement demain une métropole, au 1er janvier 2015. Et donc, on a la chance d'être sur un territoire où il y a une armature territoriale qui est assez équilibrée, puisqu'en fait, on a un réseau de villes moyennes et on a un schéma départemental de l'intercommunalité qui est assez structuré, en fait, avec 24 EPCI. Donc, les enjeux demain, nous, effectivement, c'est vraiment d'intervenir en complémentarité, puisque on a un schéma départemental de lecture publique et qu'il y a eu, en l'espace de 7 ans, en fait, une forte montée en compétences, en fait, des territoires sur la question notamment de la lecture publique. Et donc, Du coup, qu'est-ce qu'il vous reste? En fait, il nous reste beaucoup de choses à faire, eu égard au fait que finalement, aujourd'hui, on nous attend peut-être pas où on était jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on était beaucoup en accompagnement, en fait, voilà, de l'offre documentaire, peut-être, voilà. Donc, sur la question de la place de l'imprimé, ce sur quoi on nous attend demain, c'est voilà, pour jouer sur la question de la diversité culturelle, la place, effectivement, des librairies indépendantes, de la diversité des expressions. En fait, c'est peut-être plus là qu'on nous attend. Donc, eu égard au fait qu'effectivement, aujourd'hui, les communes, les intercos sont sur des politiques documentaires assez volontaristes. Bon, on va dire que ça, c'est la photographie à l'heure d'aujourd'hui, qui peut être appelée à évoluer, eu égard aux éléments de contexte qui sont aujourd'hui les nôtres. Je vous renvoie à La une réforme étude territoriale. récente. Voilà. Pas nécessairement. Il y a la question de la réforme territoriale et puis il y a la question aussi de la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Donc, il y a une récente étude de Livre Hebdo qui est sortie, qui a montré que pour les villes de moins de 20 000 habitants, en fait, l'impact de ces baisses de dotation, elle est portée sur les politiques culturelles, donc avec des baisses des crédits consacrés à ces politiques. Donc un impact direct. Un impact direct. Attendu. Donc c'est vrai que les enjeux pour nous demain, c'est de voir comment on intervient en complémentarité. Alors, quelles sont les pistes chez vous? On verra comment ça se passe dans le Finistère et dans le Morbihan, voilà, les Côtes d'Armor, pardon. les pistes chez nous, elles sont effectivement sur la diversification des contenus, donc sur le développement de l'action culturelle, puisque l'idée, en tout cas, qui est défendue, c'est effectivement de la bibliothèque, en fait, de service public de proximité. Donc, troisième lieu entendu comme elle est défendue par Claude Poisneau. Donc, justement, en fait, sur l'idée d'un lieu qui s'inscrit en résonance avec les attentes, les préoccupations des citoyens. Donc, ça veut dire aussi peut-être des modifications dans leur mode de fonctionnement, tout simplement, dans c'est-à-dire leur les horaires, mode de fonctionnement. Alors, les amplitudes, la etc. question de l'amplitude d'horaire d'ouverture, effectivement, on sait que c'est une question qui est difficile, qui est complexe, qui peut être sensible. Mais qui est attendue en même temps. En tout cas, c'est une interrogation, eu égard au fait, quand on a fait, nous, l'état des lieux de notre politique de lecture publique, effectivement, on a été accompagné par un cabinet qui a mis en exergue le fait qu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a un maillage culturel très important, puisque nous avons 353 communes en Ille-et-Vilaine. Sur ces 353 communes, il y a 274 bibliothèques, donc vous voyez un bon maillage culturel de territoire. Les interrogations étaient plus effectivement aujourd'hui sur l'amplitude d'horaire d'ouverture de ces lieux qui, en Ille-et-Vilaine en tout cas, sont inférieurs à la moyenne nationale. Donc il y a des marges de progrès, vous allez y travailler peut-être. Là, en l'occurrence, après, vous n'êtes pas seul. J'allais dire l'amplitude horaire d'ouverture, c'est pas de notre responsabilité. C'est de la responsabilité effectivement des communes. Oui. Des intercommunalités des communes en fait. Et donc ces questions, effectivement, elles relèvent des responsabilités puis des réalités territoriales. Alors ce qui relève de la compétence du département, en revanche, c'est sur lequel vous pourriez avoir un levier direct. C'est plutôt sur l'offre de services en fait qu'on peut être amené à proposer, sur les moyens aussi, puisque je vous disais que notre politique, elle est conçue. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir soutenir une offre éditoriale diversifiée. Donc, c'est tant au travers de notre politique de soutien à l'acquisition, de voir. Alors, sachant qu'effectivement, on en échangeait lors du déjeuner, j'en échangeais avec un libraire. En fait, on a des contraintes nous liées aux règles de marché public. On y revient. On est sur les mêmes difficultés. Donc,
les interrogations sont sur, voilà, sur les évolutions effectivement de ces modes d'intervention. Nous, sur la question du livre, ce qui nous paraît assez essentiel, en tout cas ce vers quoi on souhaiterait s'orienter demain, c'est peut-être accompagner davantage des résidences d'auteurs. Donc, eu égard au fait, voilà, on a été amené à Accompagner, ça veut dire financer, donner financer, c'est ça. financer, oui, tout à fait, et encourager en fait, encourager les bibliothèques, les territoires, donc à pouvoir accueillir, voilà, des résidences d'écrivains sur les territoires, donc justement pour soutenir tant la création, voilà, littéraire, l'action culturelle, voilà, en direction des publics, et justement pouvoir amener les populations sur cette pratique culturelle. Donc ça, c'est ce qui se passe en Ille-et-Vilaine. J'ai envie qu'on Oui, fasse pour le coup, oui. réagir effectivement vos homologues du Morbihan et des Côtes-d'Armor. On va commencer avec vous, Isabelle Punière-Saavedra, pour le Conseil général du Morbihan, dont vous êtes la directrice de la culture. Le constat que vient de formuler à l'instant Sandrine Kalidou, j'imagine qu'il est à peu près partagé par votre territoire, même si le Morbihan n'est pas l'Ille-et-Vilaine et que la composition à la fois spatiale et puis de harmonisation entre le rural et l'urbain, plus le littoral qui occupe une place importante chez vous, amène forcément peut-être à affiner l'analyse ou à proposer des accompagnements spécifiques. Tout à fait, je pense qu'on s'inscrit dans un contexte national où la lecture publique s'est énormément transformée, notamment le rôle des médiathèques départementales. On est passé d'une politique de desserte des documents, d'apporter les documents dans les territoires un peu éloignés, à quelque chose de plus qualitatif. Il y a eu un changement vraiment de paradigme au niveau de la politique départementale de lecture publique. Ça s'est cristallisé par la transformation des postes. On a créé un poste des médiateurs en charge de l'animation du territoire. On a créé également un poste en charge de toute la question du numérique. Donc, c'est les défis de demain. C'est la place du département de pouvoir apporter aux communes cette offre numérique, cette transformation, les accompagner évidemment financièrement. Ce qui est important aussi, c'est, tout comme l'Ille-et-Vilaine, on est un département où le maillage est très bon. Il y a 261 communes, il y a 241 bibliothèques. Donc, et il y a des constructions qui, malgré la crise, malgré les difficultés financières, on a encore des projets de construction. Donc ça, c'est très important. Maintenant, notre défi, c'est comment on accompagne la question de l'intercommunalité. Nous sommes dans un département où il n'y a pas de métropole. On fait partie des 2 départements où il n'y a pas de phénomènes des métropoles. Par contre, nous avons des intercommunalités fortes. 2 très fortes, Lorient et Vannes, et comment nous articulons notre action avec ces intercommunalités. Quelle est la place, quels sont les rôles, quelle est la subsidiarité de chaque échelon au niveau de l'intervention, quelle est la pertinence. Donc, c'est les défis de demain et de développer cette offre qui change des têtes, des profils. Il faut être inventif. Il faut être inventif, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans ce travail d'inventivité. Nous allons voir les communes, non plus pour leur proposer des ouvrages, mais pour leur proposer une ingénierie, un conseil sur l'aménagement, sur la valorisation des collections, sur la constitution des collections, sur la professionnalisation. Une grande partie de notre action est aussi la question de la formation. Nous consacrons des moyens importants à offrir un programme de formation tout au long de l'année en direction des professionnels. Parce qu'on a une gamme de professionnels qui va du conservateur des bibliothèques aux bénévoles. Donc, former tous les personnels à un accès, à une qualité des services auprès des usagers. Vous insistiez à l'instant sur la dimension du numérique. C'est donc pas antinomique, et là on rebondit un petit peu sur les propos qui ont pu être tenus précédemment. L'imprimer, le livre sous la forme qu'on lui connaît et le prolongement numérique, ce sont des chantiers qu'il faut travailler évidemment ensemble. Tout à fait, qui sont complémentaires. Nous avons développé déjà une offre où nous travaillons la question de la création sur une interface numérique et qui débouche sur la participation d'un auteur, la lecture d'un ouvrage, des ateliers pour les jeunes publics qui se terminent en bibliothèque autour de la lecture d'un livre imprimé en papier. Voilà, donc il y a toute la chaîne. Je disais en vous présentant et en introduisant votre propos que peut-être l'une des singularités également du territoire de Morbihanais et du département du Morbihan, c'était aussi cette façade littorale avec aussi une fréquentation estivale forte qui modifiait un petit peu les équilibres au fil durant l'année. Il y a des réponses particulières à apporter là-dessus ?
Tout à fait, nous accompagnons les communes qui connaissent une influence très forte pendant l'été. Il y a des communes qui triplent leur fréquentation et la bibliothèque s'adapte à cette offre aussi, à ces publics nouveaux qui arrivent et notre rôle est de l'accompagner. Nous avons aussi des dépôts d'ouvrages dans les lieux patrimoniaux du département. Donc ce public touristique fait aussi partie des lecteurs habituels des bibliothèques. Il y a une offre en tout cas qui se En développe. tout cas, il ne faut pas les oublier non plus dans la proposition, hein, Non c'est ce que plus, vous nous parce qu'ils dites. sont, c'est un public important. Et d'un autre côté, il y a la bande centrale de la Bretagne centrale, où là, la problématique est différente et où les départements soutiennent un travail de mutualisation. Les dispositifs, ne serait-ce qu'en termes d'investissement, ont changé. Aujourd'hui, les départements vont soutenir de manière volontaire des projets qui associent plusieurs communes, qui offrent une complémentarité en termes d'ouverture, en termes d'offres publiques, des spécialisations par ville et par commune des fonds. Voilà, ça, c'est tout à fait la transition toute trouvée avec votre voisin des Côtes d'Armor. Si on remonte vers le nord, Emmanuelle Castel-Grand-Terral, vous êtes la directrice de la culture du CG22, comme on dit, et les problématiques que viennent d'évoquer à l'instant Isabelle Punière-Saavedra, vous les retrouvez aussi, notamment dans le sud de votre département, et cette dimension rurale où le maillage territorial n'est peut-être pas aussi important. Quelles sont les initiatives que vous prenez, vous, et peut-être en réaction aussi à tout ce qui vient d'être dit, puisqu'on est plus dans une complémentarité là que dans peut-être une réédition de choses qui existent par ailleurs. Oui, on pourrait se dire que vous avez gardé le meilleur pour la fin, mais c'est plutôt merci du cadeau de passer après mes camarades qui ont déjà largement exploré le domaine. Je me retrouve assez bien dans les propos d'Isabelle. Effectivement, le département des Côtes-d'Armor a un peu des similarités au niveau du territoire. Il est beaucoup plus rural, je pense, que le Morbihan, néanmoins. Donc, c'est pour la bibliothèque de Prêt, pour la BCA, c'est un défi, puisqu'il faut à la fois rester La BCA, sur c'est la bibliothèque des Côtes d'Armor, voilà. En effet. Pardonnez-moi pour la dont on a parlé mais tout le monde hier. connaît. Mais tout le monde connaît, oui, bien vous avez sûr. vu hier avec Guénaël Clézier. De dire que la problématique de mes collaborateurs est bien à la fois de répondre encore aujourd'hui à des bibliothèques qui ne sont pas suffisamment structurées pour être autonomes, et donc les dessertes ont encore un intérêt aujourd'hui, et de répondre à des bibliothèques qui sont nettement mieux, qui ont mûri, qui sont beaucoup plus autonomes, pour lesquelles on est plus sur de la prestation, sur un accompagnement en formation, en animation. Donc aujourd'hui, le défi des bibliothécaires, et c'est là la mutation dont parlait Isabelle, c'est vraiment d'avoir des métiers beaucoup plus diverses et de pouvoir répondre quasiment à la carte aux besoins des territoires, avec une ingénierie et des conseils en direction des territoires, des élus, qui sont en plein questionnement de par les redécoupages, par des envies de prise de compétences intercommunales sur la lecture publique, et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement c'est un peu du sur-mesure, là, oui, à la carte, hein, vous utilisez cette formule. Ça nécessite de votre part des moyens accrus, ou plutôt des redéploiements de forces existantes? Comment vous fonctionnez? Alors, c'est un secret pour personne, hein, les politiques, les temps sont durs, oui. Les temps sont durs. Ça, on le sait. Les budgets, pour ce qui concerne le département des Côtes-d'Armor, le budget de la politique culturelle a été mis à contribution ces dernières années de façon assez importante, à l'exception de la bibliothèque départementale dont les crédits ont été sanctuarisés. Les postes, c'est la même chose. Nous avons essayé de remplacer les collaborateurs qui pouvaient être amenés à partir à la retraite ou à muter tout simplement. L'idée est vraiment, la volonté est très forte chez les élus de vouloir préserver cet outil qui est aujourd'hui central dans la politique culturelle, qui est un réservoir vraiment important de compétences, d'expertise, et qui doit demain à la fois continuer à agir vers le public, vers le réseau des bibliothèques et vers les territoires, mais qui doit aussi irriguer les autres politiques du Conseil général. Il faut qu'il y ait une transversalité, que la lecture publique diffuse
partout, et notamment dans les politiques sociales. La lecture publique comme inclusion sociale, comme outil d'inclusion sociale, c'est demain un défi important à relever. Alors, on a fait ce tour de table, on voit les différents échelons territoriaux qui existent sur le territoire breton. Et la question qu'on se pose, c'est finalement comment vous travaillez au quotidien les uns avec les autres. Est-ce que vous arrivez, finalement, puisque les objectifs partagés, on a l'impression qu'ils sont quand même justement largement partagés et convergents, mais vous avez des moyens différents. Et quelle est la possibilité qui s'offre à vous demain demain, c'est un terme qui est revenu souvent d'ailleurs hein, dans vos propos, vous vous projetez, demain il va falloir que, et c'est important, c'est bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être mobiliser ou changer dans les habitudes pour que ce travail-là s'effectue de moins en moins en parallèle ou en silo, mais davantage en convergence? Il y a des initiatives, il y a des outils, il y a des moyens qu'il va falloir inventer. Jean-François Bertrand. Certainement. Je serais gêné si on laissait transparaître l'idée au travers de cette table ronde que finalement chacun dans son coin tout va bien. J'ai pas dit ça. Non, mais même si c'est un petit peu difficile, je crois que personne n'a ce sentiment dans les faits. Il y a une répartition quelque part naturelle, vous l'avez bien vu, des compétences. Certaines collectivités ont un niveau de compétences obligatoires sur la lecture publique, par exemple. On a parlé des équipements. Côté région, on n'intervient pas, quasiment pas sur les équipements. Donc là, il y a une complémentarité de fait. Maintenant, il est clair qu'on a probablement des questions à se poser sur des interventions, je ne sais pas, si on pense aux manifestations littéraires, quand on a 3 ou 4 niveaux de collectivités publiques qui interviennent chacune avec des moyens assez restreints, quel est le degré d'efficience de cette politique? On travaille déjà ensemble, il y a des échanges sur les dossiers, il ne faut pas non plus laisser l'impression que tout est étanche aujourd'hui. Maintenant, il est vrai qu'au travers de la réforme territoriale, par exemple, le vice-président de la culture de la région l'a fait savoir, lui, il est prêt à faire bouger des lignes, il est prêt à ce que les collectivités se mettent autour de la table pour que les expertises des uns bénéficient à tous. Pour de la mutualisation, c'est ça? De la mutualisation, de partage peut-être d'expérience, une répartition différente des compétences, des interventions, y compris entre collectivités, avec l'État, et dans tous les sens. Il ne s'agit pas de faire une OPA sur tel ou tel secteur de l'action publique. Il y a une expression qu'on aime bien au Conseil régional, je l'ai souvent entendue, c'est la notion de chef de file et de subsidiarité qui va souvent avec, mais fléché, qui est des interlocuteurs qui soient peut-être un peu plus désignés selon les missions, selon les projets. On entend plusieurs types d'appellations. Je ne suis pas sûr que celle de chef de file corresponde bien à la posture qui pourrait être la nôtre en matière de Je ne pensais pas à vous pour l'exercer, hein. C'était plus un rôle qui pourrait être endossé. Je pense que par pragmatisme, ce n'est pas forcément la première question qui se pose. Si déjà on regarde clairement ce que chacun fait, si on partage des objectifs et des priorités, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient thématiques, je pense que l'enjeu il est là. Après, le discours politique, évidemment, focalise sur ces questions de chef de file, mais c'est peut-être pas la première des questions techniquement à se poser. Emmanuel Castel-Granterral, vous souhaitez réagir, et puis les autres aussi, j'ai vu que ça suscitait des réactions. Pour ce qui concerne la coopération qui peut y avoir, c'est l'objet même de la fameuse conférence territoriale d'action publique qui doit s'installer, qui doit être installée dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois dans chacune des régions. Cette instance qui chez nous aura normalement une appellation, une dénomination un peu plus exotique, qui sera le CCCB, le Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne. Enfin bon, ce sera en tout cas une instance dans laquelle nous serons autour de la table. Et l'idée même de cette instance, c'est bien de pouvoir échanger sur la gouvernance et les interventions de chacun pour essayer d'être le plus efficient et le plus efficace possible. Simplement, je signale que les financements croisés sont largement plébiscités par nos partenaires associatifs. Ce qui les intéresse, c'est surtout ce qu'il y a au bas de la ligne, que la répartition, ce qu'il faut, c'est le montant, que ça soit le pourcentage relatif des différents partenaires est peut-être moins important. Oui, je sais pas. Il faut qu'ils aient la garantie que ce soit la même enveloppe finale. Voilà. Ne rêvons pas à davantage dans les temps qui courent, mais déjà le maintien, ça serait pas mal. Elga Sobota. Oui, moi je voulais
intervenir peut-être un petit peu en décalage par rapport à cela, pour indiquer que effectivement on a vu qu'en matière de lecture publique, bon an mal an, bon, les collectivités territoriales ici représentées en tout cas travaillent en bonne intelligence et voilà créent des modes d'intervention qui voilà sont s'agrègent et permettent effectivement de densifier les approches dans ce domaine-là. En revanche, la thématique de notre table ronde, c'était la place du livre et de la lecture. Donc du coup, moi je trouve, enfin il y a peut-être quand même une direction où voilà, la coordination de nos interventions est tout à fait perfectible. C'est quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on cherche finalement à travers nos politiques, ce que l'on cherche, c'est certainement de se dire que finalement l'objectif c'est de rendre, c'est de donner un certain nombre de clés à nos habitants pour voilà, qu'ils puissent satisfaire, découvrir le goût de la lecture, qu'ils puissent ensuite également devenir complètement autonomes dans le choix de leurs livres, etc. Et si on va un petit peu, enfin si on pousse un peu ce raisonnement au bout et si on est d'accord pour considérer effectivement que c'est ça la finalité, ça veut dire qu'à un moment donné, fréquenter une bibliothèque, je veux dire, c'est pas le but, ça ne doit pas être le but ultime. Le but ultime de la fréquentation d'une bibliothèque, ça doit être de devenir, voilà, d'être capable d'être autonome ensuite dans ce monde des idées, du savoir, voilà, et de la poésie, etc. Et donc derrière cela, ça interroge effectivement très profondément quel va être dans le futur le rôle des bibliothèques. On continue effectivement à construire des bibliothèques, mais ces bibliothèques, on voit bien que si leur rôle n'est plus de garder leur public captif, ça remet complètement en cause des politiques d'accessibilité qui ont été conduites pendant de nombreuses années, et ça induit aussi finalement le fait qu'il va falloir trouver de nouvelles manières de penser les questions de médiation, de développer de l'action culturelle, de savoir réfléchir comme un trépied, en prenant en considération le trépied qui est le rapport à l'écrit, donc voilà, ça on sait faire, le rapport à l'écriture. On parlait un peu de résidence d'auteur, mais je veux dire, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis après, le troisième pivot, c'est la question du rapport à l'oral aussi. Voilà, on voit bien que finalement, on n'a pas prononcé encore le mot d'illettrisme, mais il faut quand même le prononcer. Beaucoup ce matin, si. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, voilà, désolé, mais bon, moi je pense quand même qu'il faut le prononcer aussi, parce que derrière les livres aussi, à un moment donné, c'est le pouvoir d'agir, c'est la maîtrise du pouvoir des mots qui est importante. Et donc, à travers ça, on voit bien qu'il y a, je veux dire, à dépasser un certain nombre de grands modèles, de grands schémas, à travailler plus dans la finesse. Et je dirais que voilà, c'est un chantier qui s'ouvre encore à nous pour une grande partie, me semble-t-il. Merci beaucoup, Elga Sobota. Isabelle? On parlait tout à l'heure de l'idée d'être inventif. Et c'est ça les défis de demain. Je pense aux Idea Stores qui ont été inventés à Londres, qui ouvrent 24 heures sur 24 sur un service de proximité qui mélange commerce, lecture publique, librairie. C'est vers ce type de modèle aussi qu'il faut penser. C'est vers la... Vous y êtes prêts? J'ai dit qu'il faut réfléchir. Nous pouvons accompagner ce type de dynamiques associatives qui existent déjà. C'est pas une nouveauté. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les territoires. Dans nos territoires, il y a quand même beaucoup de projets très inventifs. On n'ira pas tout de suite à l'ouverture 24 heures sur 24. Il nous faudra du temps. Mais effectivement, la bibliothèque publique aujourd'hui doit s'adapter au rythme de vie des habitants. Et ça me semble important de réfléchir aussi entre collectivités. On a réfléchi beaucoup pendant longtemps tous dans notre coin, et peut-être effectivement cette occasion s'ouvre aujourd'hui de réfléchir ensemble à comment on peut mieux permettre l'accès à la lecture publique sur nos territoires. Et d'une certaine manière, cette table ronde est aussi une illustration très concrète de la manière dont différentes collectivités ou différents échelons territoriaux peuvent travailler ensemble. Je me tourne vers vous parce que nous arrivons presque à la fin de notre échange. Je vois des mains qui se lèvent, c'est formidable. Alors, il y en a une ici, une là, une là. Ça fait déjà au moins 3 questions. Et je ne sais pas si les porteuses de micro vous ont d'ores et déjà repéré. Merci de bien vouloir. Je vais vous aider. On va gagner du temps, chaque minute compte. Voilà. Donc, il y avait madame ici. Voilà, je vais commencer avec vous. Vous avez le micro. Merci de vous présenter. C'est vous.
Je vous remercie. Bonjour, je vais me présenter. Je voudrais d'abord vous remercier pour les interventions de chacun d'entre vous qui se veulent en tout cas rassurantes sur les politiques culturelles que vous menez, en particulier les politiques du livre, à tous les échelons, y compris au niveau du département, tant qu'il existe. C'est une autre affaire. Donc je me présente. Bon, voilà. Je fais un petit peu comme je sens. En ce qui me concerne, j'exerce le métier depuis 25 ans, le métier modeste mais indispensable, me semble-t-il, de lectrice-correctrice. Et donc je me permets de profiter de ce plateau brillant pour vous alerter sur cette profession qui est bien souvent négligée, voire oubliée, quand c'est pas méprisé. Et je vous invite un petit peu à réfléchir à cet aspect important, malgré tout, de la chaîne éditoriale et aussi à la difficulté de reconversion que ça représente pour des gens tels que moi-même et mes collègues qui sommes depuis très longtemps des techniciens, des spécialistes, j'ose le dire, du texte, même si c'est un métier de l'ombre qu'on revendique pour la plupart, moi en tout cas c'est certain. Et d'une part, donc, cette difficulté de reconversion qui s'impose à nous, vu les menaces qu'on subit, et puis d'autre part, la perte que c'est, une fois qu'il n'y aura plus des dinosaures comme certains d'entre nous, par rapport à la qualité des ouvrages et de toute publication, quelle qu'elle soit. Merci d'y repenser, et je suis à votre disposition pour vous rencontrer. Merci pour votre témoignage. Vous n'exercez pas en collectivité, madame, vous êtes c'est ça, hein, c'est juste une précision. Jean-François Bertrand, réaction peut-être ? Une réaction très rapide pour vous dire que précisément, on n'est pas revenu sur le détail des dispositifs évidemment, mais la prise de conscience de l'importance des différentes professions du livre dans les interventions publiques, elle existe. C'est-à-dire que je prends l'exemple des aides à l'édition de la région. Il y a quelques années, on aidait l'édition d'un ouvrage sur la base de son coût de fabrication. 40%, 30% du coût de fabrication, et voilà, le travail public est fait. Aujourd'hui, et ouvrage par ouvrage, aujourd'hui, on est passé dans une aide au programme éditorial, donc permettre à un éditeur de se projeter, peut-être aussi l'accompagner dans une lisibilité de son programme éditorial, dans la cohérence de ses choix, etc. Et au niveau de ce qu'on appelle l'assiette d'intervention, donc les coûts qu'on prend en compte pour proposer une subvention, on a intégré, au-delà du coût de fabrication, l'ensemble des coûts des professionnels de la chaîne de l'édition. Donc pour vous dire que tout ça a peut-être pas toujours été pris en compte dans les politiques publiques, mais c'est quand même des préoccupations qui sont vraiment croissantes, dans certaines d'entre elles en tout cas. Merci pour cette réponse précise. Madame, vous avez le micro. Oui, Chantal Duffief, libraire. Voilà, oui. Lorient. Donc, je voudrais vous remercier, Madame Sobota, parce que vous avez été la seule à prononcer livre et librairie. Ça veut dire que vous avez aussi la délicatesse et le travail collectif autour d'un projet et qui est tout à fait visible et lisible. Ce que je peux regretter, c'est qu'il n'y ait pas d'élu à la culture, parce que vous avez parfaitement traduit les politiques culturelles de vos institutions. Moi, je viens aussi vers vous, Madame Punière, puisque vous représentez le service culture du Conseil général du Morbihan. On sait effectivement que nos institutions n'ont pas toutes des délégations de certaines compétences, et notamment de la vie culturelle, si ce n'est que pour le moment, le Conseil général du Morbihan ne soutient en aucun cas les libraires, et en tout cas, pour en avoir fait la demande pour le dossier du Salon du Livre Santé, nous n'avons été aucunement aidés. Alors ça, c'est autre chose. Nous nous déplaçons et nous rencontrons nos élus, parce que c'est à partir d'eux que nous pouvons travailler, bien entendu. Et puis, vous parlez d'un futur, et on verra quel est le futur du travail des conseils généraux, on le verra bien, mais j'aimerais qu'il y ait un travail collectif d'entreprise, si nos élus en ont la volonté. Pour le moment, ça ne transparaît pas pour le Conseil général du Morbihan. Donc, ce sont des interrogations. Et c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir un élu ou deux de la culture sur cette table ronde.
Si je Merci peux- pour cette remarque. Une réponse. Hein. Voilà, si je peux répondre très rapidement, effectivement, nous pouvons, nous, départements, pas intervenir en soutien aux librairies. Par contre, là où on a un travail à faire, et on commence à faire ce travail, c'est dans la réflexion par rapport au marché public, par rapport aux commandes de notre médiathèque départementale, et mettre en avant la question, non seulement la question du mieux-disant ou du distributeur, celui qui a une force de frappe sur tous les territoires, mais la question des circuits courts, la question du développement durable, la question de l'économie sociale et solidaire, la question du soutien à l'économie locale. Ces choses-là peuvent être mises en avant dans le cadre d'une réflexion approfondie sur les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres dispositifs. Nos compétences ne nous permettent pas d'intervenir auprès du circuit des industries culturelles. De même que pour les cinémas, donc c'est une compétence qui ne nous a pas été donnée. Notre compétence, c'est la desserte en lecture publique des territoires par l'intermédiaire de cette médiathèque départementale. Mais on peut y travailler ensemble, bien au contraire, de quelle manière la librairie indépendante peut intervenir dans ces circuits du livre et de quelle manière les départements peuvent accompagner la vie de cette librairie indépendante. Voilà, le rendez-vous est presque pris. Hein. Je suis sûr qu'il y aura des prolongements à cet échange. Merci de cette réponse précise et de cette question qui ne l'était pas moins. Je crois que vous avez demandé la parole, vous avez le micro. Merci de vous présenter. Je me présente, je m'appelle Noémie Lebihan, je suis étudiante en M1, métier du livre et humanité numérique à Lorient. C'est plutôt une remarque, probablement très candide par rapport à ce qui vient d'être dit, mais concrètement, vous avez parlé, on va dire, sans vouloir être méchante, mais très vaguement de ce qui se passe dans les bibliothèques, ici en Bretagne. Moi, je vois aujourd'hui ce qui se passe dans ma formation. Je vois qu'on ne parle pas seulement de bibliothèque, et même pas tant que ça. On parle aussi d'édition, on parle aussi de documentation, on parle de beaucoup de choses, de numérique aussi. Et concrètement, de ce que j'ai pu entendre dans vos propos cet après-midi, c'est comme s'il y avait un vide en fait. C'est-à-dire que vous avez parlé de bibliothèque, et puis tout le reste, tout ce qui se passe autour au niveau du livre, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc je sais que vous ne pouvez pas énumérer tous les projets que vous mettez en place. Je sais que vous n'êtes pas partout, loin de là. Mais il aurait été délicat de détailler légèrement et de nous donner un peu plus de matière sur ce qui se passe dans le livre au niveau de la région et pas seulement en bibliothèque. Voilà. Vous pensez à quoi, par exemple? Parce que poser cette question, c'est déjà avoir sans doute chez vous des éléments de réponse ou des envies d'aller plus loin. Est-ce que vous pouvez être plus précise? Parce qu'il nous reste très peu de temps, donc si on peut être concret. Justement, il nous reste très peu de temps, donc je pense qu'il va peut-être pas falloir se lancer dans un nouveau débat, mais ne serait-ce que... Ouvrir des pistes, peut-être. Ouvrir des pistes, ça c'est possible. Ouais, essayer de rechercher autre chose que de vouloir absolument... je veux dire, c'est super de vouloir valoriser les bibliothèques, mais il se passe beaucoup d'autres choses. On l'a vu aujourd'hui, il y a énormément de réseaux et de réseaux qui, pour certains, commencent à se casser la gueule parce qu'il manque de fonds, parce qu'il manque de... Vous pensez à des réseaux associatifs, à oui, des... voilà. C'est pas forcément juste du réseau professionnel, mais juste même des associations, des gens qui sont bénévoles et qui se donnent à fond pour le livre et qui aujourd'hui se rendent compte que y a beaucoup de portes qui se ferment malheureusement. Merci pour... Oui, vous vouliez réagir ou compléter, votre voisine? Non? Vous êtes ensemble? C'est autre chose? C'est autre chose. Alors, si c'est autre chose, je préfère quand même qu'on s'attarde un tout petit peu peut-être à cette interpellation là qui bouscule un petit peu, mais vous avez un élément de réponse? Ouais, non, je vais juste... la frustration que vous avez, vous savez, on peut l'avoir aussi. On a préparé un annuaire téléphonique pour l'intervention de cet après-midi. Vous voyez qu'on a parlé à peu près 2 minutes chacun. C'est évident, c'est très frustrant. On ne peut pas évidemment rentrer dans le détail de tout ce que chacun ou chacune faisons sur les territoires sur lesquels on intervient. Mais il y a évidemment autre chose que la vie autour de la bibliothèque. Pour ce qui concerne le département des Côtes d'Armor, à côté des interventions faites par la BCA, la Bibliothèque des Côtes d'Armor, il y a toute une politique de soutien au réseau associatif de lecture publique. Donc toutes les associations qui vont à la rencontre du public pour faire pour promouvoir la lecture auprès des tout petits. Je pense à Access Armor, je pense au GFEN, etc. Voilà, tout ça, on les soutient. On soutient les initiatives sur les territoires, on soutient les salons littéraires, on soutient les résidences d'écriture aussi. Enfin voilà, on ne peut pas parler de tout, mais ça existe et c'est pas du tout occulté par les politiques publiques. Moi, j'avais aussi envie d'apporter un petit éclairage complémentaire.
Saboteur. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison d'attirer notre attention là-dessus. C'est vrai qu'il est évident que les livres, les écrits, etc., ils ne se trouvent pas que dans les bibliothèques, hein, ils sont aussi à l'école, dans la rue, dans les librairies, à la maison, sur notre poste informatique ou sur les rayons de notre bibliothèque. Enfin voilà, la vie des livres, c'est tout ça. Et je pense qu'effectivement, quand on veut mettre en place une politique du livre et de la lecture, voilà, c'est surtout ces registres-là. Enfin, il faut avoir conscience de tous ces registres-là. Et juste là, c'est vrai on va vite, donc on a des propos parfois peut-être un petit peu elliptiques, mais lorsque je disais sur l'avenir, voilà, les 3 piliers qui me paraissent devoir être travaillés de façon beaucoup plus symbiotique qu'ils ne le sont aujourd'hui, l'écriture, l'écrit et l'oral, et ben derrière, c'est évidemment pas les bibliothèques qui vont faire ce travail à elles toutes seules. Derrière, vous avez tout le travail de réseau avec toute une série d'associations qui font un travail tout à fait important. Vous avez toute la prise en considération des autres acteurs de la filière du livre. On en a rapidement parlé, les éditeurs, les libraires. Vous avez derrière aussi peut-être l'ouverture, je pense que ça aussi c'est un sujet, l'ouverture de partenariats entre l'univers du livre et d'autres acteurs. On voit à un moment donné quel intérêt il pourrait y avoir aussi à ce que livres et spectacles vivants voilà, arrivent à coopérer davantage qu'ils ne le font aujourd'hui. Bon, et derrière, vous avez aussi les acteurs du numérique qui sont des acteurs aussi importants. Donc on voit bien, je veux dire, mais enfin, voilà, l'exercice ne se prête pas vraiment à ce que nous puissions rentrer dans tous les détails. Mais vous avez parfaitement raison de nous l'avoir souligné. Une table ronde est toujours un exercice qui génère de la frustration de la part de tout le monde. Une dernière question, parce qu'on a presque déjà dépassé. Alors ça en fait 2, parce que madame a le micro. Allez-y, et puis vous alors. Donc je vais revenir juste sur les bibliothèques. On a entendu madame Punière-Saavedra. Moi, je suis responsable d'une bibliothèque à l'Armor-Plage, donc dans le Morbihan. Je voulais juste signaler que les subventions du Conseil général, il faut quand même le dire, c'est la crise. Ça a été dit un petit peu, mais pas beaucoup pour le Morbihan. Les subventions du Conseil général en ce qui concerne l'acquisition des ouvrages, des livres, des CD, des DVD, etc. En ce qui concerne l'animation, ont été supprimés. Donc, il y a peut-être des endroits où vous avez sanctuarisé les budgets. Je pense effectivement dans les bibliothèques départementales, mais les bibliothèques municipales, on commence à souffrir. Et ça, aujourd'hui, enfin, on n'a pas beaucoup entendu parler pendant ces 2 jours, pas énormément, de la crise. Elle existe. Il y a un problème de fonds publics. Et c'est vrai que pour les petites bibliothèques, c'est quand même... Je ne parle pas spécialement pour l'Armor-Plage, mais pour d'autres bibliothèques du département, c'est vraiment important ce qui s'est passé. Et les effets ne sont pas encore complètement mesurés parce que ça va s'inscrire dans la durée. Merci pour ce rappel. Je pense qu'il est dans toutes les têtes de toute façon, hélas. Monsieur au premier rang, vous demandiez la parole et ça sera votre dernière question. Bonjour, Morvan Dio, je suis auteur de bande dessinée et je m'intéresse par ailleurs beaucoup voilà, à l'ensemble de la chaîne du livre, ça m'intéresse évidemment directement. Je m'intéresse aussi aux manifestations, puisque j'ai eu le loisir pendant 10 ans d'en organiser une sur Rennes qui était consacrée à la bande dessinée. Et j'avais une question qui rejoint un peu la remarque précédente. Je voulais savoir, de manière très, très concrète, ça a été évoqué par Jean-François Bertrand, mais quel était le montant de vos budgets culture et puis alloués aux livres dans vos différentes collectivités? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, qui est assez simple aussi, je rejoins là, ma collègue lectrice-correctrice. Là, je vous parle en tant qu'auteur. On parle de précarité. Il me semble que la première subvention actuellement pour les auteurs, c'est le RSA. Je ne suis pas concerné directement, heureusement pour moi, mais je crois que c'est une réalité tout à fait tangible. Et je me demandais comment vos collectivités, même si c'est quelque chose qui relève du niveau du ministère de la Culture, du niveau national, réagissaient ou avaient réagi ou allaient réagir au fait que les auteurs avaient été... on les a taxés, on a doublé la taxation de leurs droits d'auteur. Il y a notamment le syndicat de la bande dessinée qui est intervenu là-dessus au Festival Quai des Bulles de manière assez forte. Je vous interpelle là-dessus parce que vous avez beaucoup parlé de spécificité du territoire. Alors moi, je connais surtout la bande dessinée, c'est mon domaine. Je ne sais pas trop pour la littérature combien il y a de personnes qui travaillent dans ce domaine en Bretagne. Mais en ce qui concerne la bande dessinée, je sais qu'on est aussi, comme les librairies, et tant mieux. On est très nombreux ici en Bretagne à travailler dans ce domaine.
Et donc, il me semble qu'effectivement, c'est une spécificité. On est, je crois, autour de 400 professionnels à travailler dans ce domaine en Bretagne, ce qui en fait la première région en France, si mes sources sont bonnes. Et donc, je voulais savoir si vous aviez réagi d'une façon ou d'une autre, ou si vous pensiez le faire par rapport à ça. Merci, des questions économiques précises. Alors, on va peut-être pas prendre les budgets de chacun, vous pourrez peut-être avoir l'information, mais sur cet accompagnement des auteurs, est-ce que vous pouvez réagir? Non? Oui? En ce qui concerne la région, la réponse, de fait, le lien avec le statut de lecteur-correcteur est assez direct aussi. Pour ce qui nous concerne, la région, là aussi, c'est par exemple une grande vigilance sur les contrats d'édition, le respect déjà des obligations légales qui peuvent incomber à un éditeur. Cette question qui a été abordée aussi dans la table ronde précédente de la rémunération des auteurs lorsqu'ils interviennent au sein d'une manifestation, au sein d'une librairie. Sincèrement, il y a une exigence grandissante dans nos dispositifs de subvention, et puis il y a une prise de conscience, mais vous disiez bien tout à l'heure que c'était aussi un enjeu national, et je rappelle juste que le contexte, c'est quand même des dotations, c'est-à-dire l'argent que reçoivent les collectivités aujourd'hui en France vient essentiellement de l'État, de moins en moins d'une capacité à lever l'impôt individuellement, que les économies de l'ordre de 11 milliards qui sont actuellement en cours de recherche impactent de manière totalement hallucinante les budgets, que les collectivités bretonnes, dans leur ensemble, me semblent produire un effort en matière de préservation des budgets d'intervention culturelle qui est loin d'être anodin. Pour ce qui concerne la région, jusqu'ici, on a réussi à maintenir chaque année. C'est vraiment un combat. Donc, très sincèrement, financièrement, on est loin de pouvoir intervenir sur toute la chaîne. Et encore une fois, c'est peut-être par le biais de nos interventions respectives sur des contrats d'édition, sur des aides aux manifestations littéraires, qu'on peut se montrer exigeant à destination de la chaîne. C'est pas pour juste passer le ballon aux voisins, mais voilà. Et puis, je pense que le soutien à Livrer Lecture en Bretagne, c'est aussi ce genre de lieu et de réseau qu'il importe de maintenir pour que les préoccupations des professionnels remontent au niveau national, au niveau régional, et qu'elles soient connues de tous. Merci beaucoup. Jean-François Bertrand, souhaitez-vous compléter Juste très rapidement pour dire que en tout cas dans les départements et par rapport au dispositif, on veille à ce que les manifestations qui invitent des auteurs rémunèrent les auteurs. C'était un principe pour le spectacle vivant. Ça doit le devenir aujourd'hui. C'est devenu un principe pour les arts plastiques où on a parlé des auteurs, mais on a souvent oublié aussi les artistes plasticiens et aussi les auteurs, la reconnaissance des métiers culturels. C'est important. Pas d'autres... Vous acquiescez. Et alors sur les chiffres des budgets, je ne sais pas si on peut prendre le temps, je ne sais pas si vous avez... Je crains que ce ne soit pas très intéressant si c'est pas ramené à un ratio par habitant. Non, si c'est pas ramené à un ratio par habitant. Parce que comparer un budget dans les Côtes-d'Armor, à côté, ouais, qui représente 607 000 habitants, plus d'1 million d'habitants en Ille-et-Vilaine, où il y a 1 14 000 habitants, si je ne m'abuse, ça n'a pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il faut qu'on ait... Moi, je suis... D'autant que ces chiffres-là sont, pas le ratio sont par publics. habitant, donc c'est pour ça. Là, comme ça, d'emblée, sans anti-sèche, c'était pas simple. Écoutez, il y a des sites internet. Franchement, là-dessus, je pense qu'on a c'est des infos qui sont accessibles. Le budget lecture publique du département des Côtes-d'Armor, c'est 700 000 €. 604 000 habitants, je crois. Voilà. Non, mais c'est transparent, c'est voté. Il y a un budget primitif qui est... Mais ce sont des chiffres que vous allez... Oui, bien sûr. La question est tout à fait légitime, mais la source, elle est accessible aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément la réponse à l'instant T. Et puis les types de dépenses ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand on gère un équipement, on a aussi des volumes d'intervention financière qui sont bien plus importants. Entre l'argent consacré à de la subvention et de l'argent de gestion d'équipement, on tombe dans des... Ouais. C'est vrai que la lecture n'est pas si évidente. En tout cas, pour répondre à la question, côté région, c'est 1,1 million et quelques, et je peux dire que le budget global, même s'il n'est pas découpé par domaine culturel, il est à peu près de 24-25 millions. C'est hors salaire, évidemment, parce que la masse salariale dans les bibliothèques, elle est importante. Donc c'est vraiment l'argent qui est distribué, je dirais. Enfin, voilà. Le budget département d'Ille-et-Vilaine culture, c'est 14 millions
8, donc sur la politique en faveur du livre, de la lecture et de la littérature, on va dire, on est autour de 2,8 millions. Dans les Morbihan, la lecture publique représente à peu près 1,3 million €, 600 000 € en fonctionnement, 700 000 € en investissement, en soutien en investissement et à la construction. À Rennes Métropole, il y a une ligne aussi. Oui, non, moi je donne pas de chiffres. Là, je suis un peu fâchée avec les chiffres. Alors comme ça, de mémoire, juste voilà là, je m'engage à vous donner les chiffres sans problème, mais je ne me lance pas sans filet. Voilà, en tout cas, ce sont des informations qui sont effectivement accessibles et publiques. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. On peut vous applaudir. On arrive à la fin de ces 2 journées. Je vais demander à Marine Bedel et Christian Rio de me rejoindre sur ce plateau pour les conclusions et les remerciements d'usage. C'est bien ça, Christian ? Effectivement, d'abord on vous remercie tous d'être restés pendant ces 2 jours, d'avoir participé à ces 2 jours et d'avoir donné de votre temps. Je remercie aussi tous les intervenants, donc les intervenants évidemment de cette dernière table ronde, parce que ça n'était pas du tout évident de pouvoir répondre à vos questions. Je voudrais aussi remercier une fois de plus toutes les équipes qui ont contribué à la construction de ces 2 journées. L'équipe évidemment de Livre et Lecture en Bretagne. Je voudrais tout particulièrement remercier Mathilde Lepiouf qui a vraiment beaucoup œuvré pour que ces 2 journées se passent bien. Annie Chevalier également, parce qu'elle fait tout le travail administratif, mais justement c'est parfois le travail qui n'est pas le plus facile à faire. Je voudrais aussi remercier bien sûr Delphine Lebras qu'on a vu tout à l'heure sur la scène, mais aussi Christine Loquès qui s'est beaucoup investie aussi dans le flashmob en langue des signes, et puis Marie-Joëlle Le Tourneur et Florence Le Pichon également, et Gérard Hall, donc j'ai cité je crois toute l'équipe. Et je voudrais remercier évidemment l'équipe aussi des Champs Libres, bien sûr Marine Bedel, Bénédicte Gornouvel. Je voudrais aussi remercier Astrid Bastiot, et puis Eva, Christelle, j'en oublie certainement, mais parce qu'il y a eu plein de gens, voilà, et la collaboration entre les équipes a vraiment été assez formidable, donc je dois dire aussi que merci à elle. Je voudrais remercier également Arwestud et l'espace des sciences, grâce à qui donc on a pu mettre en place cette web TV, ce qui fait que on a été filmé pendant 2 jours. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques personnes, mais en tous les cas, bon, quelle excuse. Voilà, je crois que ces 2 journées, en tous les cas, c'était des journées très riches en matière de réflexion, et qu'on va tous partir avec des éléments qui vont pouvoir nous nourrir pendant les 4 ans qui suivent, parce qu'on ne fait ça que tous les 4 ans. Donc vous avez 4 ans de réflexion, 4 ans en tous les cas pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que pendant les 4 ans en question de faire rien du tout, bien au contraire, mais pas sous cette forme-là de grand-messe, je dirais. Et puis vous dire aussi que dans le cadre justement de ces dernières tables rondes, je voudrais quand même rappeler que Livre et Lecture en Bretagne, c'est un lieu de coopération, et que un lieu aussi d'interprofession, et donc on est au service en fait de tous les professionnels du livre et de la lecture, mais aussi des bénévoles, mais également des collectivités qui sont en charge effectivement de mettre en place des politiques les plus, je dirais, adaptées en fait à l'évolution aussi du monde du livre et de la lecture. Donc voilà, c'est une lourde tâche, et j'espère qu'on pourra l'exercer encore le plus longtemps possible, parce que je pense que c'est d'autant plus nécessaire par rapport à tout ce qu'on a entendu ces 2 dernières journées. Donc voilà, je laisse peut-être, non, pas un mot. Et bien, merci. Et puis, pardon, voilà, je sais qui j'ai oublié. Je viens d'oublier. Heureusement que tu es là. Xavier de Bontride, parce que vraiment, voilà, qui a assuré donc l'animation d'un certain nombre de rencontres, mais aussi Anne Chevrel qui hier donc voilà, a assuré aussi l'animation de ces rencontres. Certaines tables rondes qui, grâce à vous, vraiment ont pris une belle dimension. Il y a eu des beaux moments. Merci à vous, merci de votre écoute à tous. Très bonne fin d'après-midi et très bon week-end. À bientôt.